Pourquoi s'en prend-on à ce point à l'Occident? De quel péché irrémissible est-il porteur? Et puis qu'est-ce que l'Occident? L'Amérique et l'Europe sont-elles embarquées dans la même galère? Car on ne cesse d'observer le retour des empires russes, turcs, chinois, perses, indiens. Ils veulent, semble-t-il, se partager le monde à nos dépens, même si leurs intérêts propres ne coïncident pas pour le moment. Il y a donc un club des cinq, une sorte de coalition qui, à l'image de la fiction identitaire qu'ils représentent et sur laquelle ils jouent, eh bien, nous menace. En tout cas, c'est la thèse que soutient Jean-François Colosimo, essayiste, écrivain, historien des religions, bien connu de notre antenne, qui préside les éditions du CERF, comme on le sait, Occident ennemi mondial numéro 1, aux éditions Albin Michel. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour Louis Dauphren. Il y a une actualité brûlante, c'est celle de la mort du président iranien qui donc est survenu dans un accident d'hélicoptère. Dans un accident, on a une certitude aujourd'hui, ce n'est pas une réalité qui est mise en cause. Personne ne voulait attenter à la vie d'Ebrahim Raïssi. Non, de toute façon, même si ça avait été un attentat, on aurait pu penser par exemple au fameux Moudjahidine du peuple, qui est une organisation islamo-marxiste persécutée en Iran, mais qui agit aussi en Iran pour le compte souvent des puissances occidentales. Même si on avait passé à un attentat, de toute façon, ce n'était pas dans l'intérêt de l'Iran de reprocher à l'Occident un attentat, parce qu'il y en a eu un il y a quelques semaines, n'est-ce pas? C'est la liquidation des trois responsables iraniens de la guerre au Proche-Orient, qui sont les délégués iraniens, l'un auprès des Houthis du Yémen, l'autre auprès du Hezbollah iranien, le troisième auprès du Hamas, et ils sont tombés sous un missile israélien à Damas. Donc, certainement, l'Iran ne veut pas paraître vulnérable. C'est un accident. Mais cet accident, en fait, il montre la fragilité du pouvoir iranien, parce que ce pouvoir est constitué de deux classes qui sont issus de la Révolution, les pasdarans, les gardiens de la Révolution, qui ont fait la guerre Iran-Irak, mais c'était il y a 30 ans. Mais depuis, ils ont le pouvoir. Et puis de l'autre côté, les mollahs, puisque tout le monde, plus ou moins, après l'imam Khomeini, a voulu entrer dans la caricature, n'est-ce pas? C'était une espèce d'ascenseur social. Aujourd'hui, le successeur de Khomeini, Khamenei, est vieux, malade, atteint d'un cancer, réputé opiumane, pour calmer ses douleurs. Voilà. Raïssi était censé être son successeur pour perpétuer cette institution du guide suprême qui a tous les pouvoirs, à la fois spirituels et temporels, n'est-ce pas? L'élimination de Raïssi montre que, en fait, ou plutôt la mort de Raïssi montre que, en fait, nous sommes au bout du rouleau d'un système héritier de Khomeini. Alors, il va y avoir des élections. Très vraisemblablement, ils vont encore trouver quelqu'un dans leur rang. Mais quel va être ce régime demain? Est-ce qu'ils vont garder l'institution du guide suprême? Qui sera le guide suprême depuis que Raïssi est mort, alors qu'il était désigné comme héritier? Combien de temps ce régime peut-il tenir avec ces sexagénaires qui deviennent des septuagénaires, n'est-ce pas? Et qui en plus sont divisés entre eux, parce que le pouvoir iranien, c'est un pouvoir de clan, un pouvoir de faction, quasiment un pouvoir de famille mafieuse, n'est-ce pas? Et les tractations sont très lourdes à l'intérieur de ce club. Ce qui est important, c'est que Ali Bagheri, qui était le grand négociateur sur le nucléaire iranien, parce que l'Iran est à deux doigts d'avoir véritablement la bombe. Ça fait longtemps qu'on le dit. Hein. Oui, non, mais le seul problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est de pouvoir la miniaturiser pour pouvoir effectivement l'utiliser, la bombe. Mais ça y est, ils sont arrivés plus qu'une puissance du seuil, comme on dit. Ils ont franchi le seuil. Donc ce Bagheri, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il s'est tourné vers deux de ces empires que je décris. La Russie, puisque aujourd'hui l'Iran fournit la Russie en drones sur le front ukrainien, et la Chine, parce que la Chine, évidemment, qui étend son empire de manière commerciale, a besoin du pétrole iranien. Alors vous me direz, où sont les deux autres? La Turquie, si vous parlez de la Turquie, vous me direz, et vous parlez de l'Inde. Mais très précisément, l'Empire perse, c'est le chiisme. Erdogan, c'est l'héritier de l'Empire ottoman, qui était un empire sunnite. Modi, c'est l'Empire de l'Inde. Un empire, en fait, qui est un véritable subcontinent que Modi, l'actuel Premier ministre indien, veut nettoyer de toute présence musulmane. Donc on voit ici... Il y en a 300 millions. Donc on voit ici, après la partition avec le Pakistan, etc., donc on voit ici que le différentiel religieux joue à fond, parce que ces empires, en fait, leur carburant, c'est l'instrumentalisation du religieux pour se refaire une santé. Est-ce qu'on n'exagère pas, Jean-François Colosimo, le pouvoir de ces 5 empires? J'entends, tout le monde va danser, écouter Taylor Swift. Hein. On n'écoute pas de musique iranienne, chinoise, turque,
indienne. Vous voyez ce que je veux dire? L'Occident garde la prééminence en termes d'influence culturelle. Peut-être d'ailleurs, peut-on dire que c'est bien ou pas forcément bien. Mais là, il n'y a pas de concurrent. Vous avez parfaitement raison. Voyez, par exemple, lorsqu'on parlait de Daesh, Daesh publiait des journaux numérisés sur Internet qui ressemblaient en fait à des magazines, je dirais, quasiment à des magazines de luxe. Daesh faisait des clips qui étaient tournés à la manière d'Hollywood. Daesh avait des chansons, des hymnes, c'était du rap. Les types de Daesh portaient des Nike, et enfin, etc., etc. Donc, en fait, il n'y avait pas de culture, effectivement, qui était promise à dominer. Et bien sûr que n'importe quel empire demain qui voudrait prendre le leadership mondial, pourquoi pas? Ça s'appelle l'histoire. Ça nous est arrivé, à nous, le vieux continent, avec le nouveau monde, n'est-ce pas? Mais très précisément, les États-Unis ont absorbé la culture européenne et l'ont réinventé à leur façon, parfois même de manière hostile à cette culture européenne qu'ils ont blâmée d'être vieille, décadente, etc. Mais ils l'ont fait. Donc si demain la Chine, par exemple, veut dominer le monde, il faudra qu'elle avale les leçons de l'Europe. Et les leçons de l'Europe, c'est qu'en fait, nous sommes toujours en risque d'inhumanité. N'est-ce pas? Les leçons de l'Europe, c'est que l'histoire est fragile, que l'humanité est fragile. Mais les Chinois sont très loin de ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils se referment en fait sur leur matérialisme inné. Le problème tragique de la Chine, c'est qu'il n'y a pas de métaphysique. Il y a une poésie chinoise, il y a une musique chinoise, il y a des arts chinois. Mais regardez, le Bouddha chinois, c'est un Bouddha rigolard, matérialiste, ventripotent, et qui se réjouit en fait de l'aisance matérielle. Confucius, c'est une philosophie pratique. Et le confucianisme, alors surtout dans la forme que pratique Xi Jinping, l'actuel leader chinois, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, Poutine se redécouvre orthodoxe, Modi se redécouvre hindouiste, Erdogan se redécouvre musulman, au point, d'ailleurs, vous avez vu récemment encore, de retransformer une église byzantine magnifique, Saint-Sauveur-Cora, qui était amusé d'en refaire une mosquée à tout prix. Alors, ils sont tous comme ça. Alors, Xi Jinping, lui, sa carte, c'est le confucianisme. Mais ce qu'on appelle le confucianisme d'État, c'est-à-dire véritablement une religion politique de l'unité qui vient en fait secourir le marxisme complètement agonisant et dépassé, et surtout qui permet de teinter le marxisme chinois d'une couleur nationale, nationaliste, identitaire. Mais Jean-François Colossimo, la Chine ne prétend pas se substituer aux régions avec lesquelles elle entretient des relations étroites, c'est-à-dire elle ne prétend pas exercer un pouvoir culturel fort. Toute son argumentation, c'est de dire qu'elle respecte les cultures avec lesquelles, par opposition aux États-Unis, avec lesquelles elle commerce, et qu'elle se limite à ça, c'est vrai? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la Chine entend nous vassaliser économiquement, puisque le modèle chinois, qui est le modèle de l'histoire chinoise, ce rapport très difficile entre le centre et les périphéries en Chine, n'est-ce pas? La Chine, elle s'est toujours écroulée parce que les grandes villes portuaires qui faisaient commerce à l'extérieur se développaient plus vite que le centre qui restait dans la famine. Et peut-être que demain, nous verrons ce scénario se répéter. Mais cette Chine, évidemment, c'est l'empire du milieu, n'est-ce pas? Elle veut être en fait l'articulation du monde. Elle veut gérer le monde sur un modèle, encore une fois, je veux dire, excusez-moi du mot, mais enfin quasiment un modèle d'épicerie, quoi. Vous voyez? Je veux dire, voilà. Et elle pense que le bien-être, c'est là où elle est un peu aveuglée. Là-dessus, elle partage cet aveuglement avec les États-Unis, que le bien-être matériel suffit finalement à combler le vide symbolique. Mais ça n'est pas vrai. La preuve, c'est que cette Chine elle-même, elle a besoin d'une idéologie. Maintenant, pour ce qui est des conséquences de l'exploitation du monde par les Chinois, vous voyez, c'est un peu comme les Britanniques. Les Britanniques, leur système de colonisation, c'était de ne jamais se mêler avec les populations autochtones, à la différence de la France. Parce que nous, on avait un modèle beaucoup plus universaliste d'humanité, en fait, hérité du catholicisme. Mais les Chinois, ils ne se mêlent pas en Afrique, ils exploitent l'Afrique. Allez demander aux Africains qui les ont accueillis, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, de la domination chinoise et combien elle est sympathique. Ils vous diront parfaitement le contraire. Jean-François Colossimo, y a-t-il une réactivation identitaire en Occident? Oui, alors l'Occident, vous savez, c'est un mot valise qui veut à peu près rien dire. Je veux dire, dans le sens où il y a eu la romanité, l'œcumène, l'Empire romain, l'œcuménique au sens de l'entière.
la civilisation des terres habitées. Il y a eu la christianitas, la chrétienté au Moyen-Âge. Pas. Puis après, il y a eu évidemment, après les guerres de religion, il y a eu l'Europe des Lumières. Vous voyez, mais personne n'a jamais trop parlé d'Occident. L'Occident, c'est un mot qu'on sort quand on se sent mal. Quand on se sent mal à l'identité, on ressort Occident comme ça. Mais en fait, c'est un mot qui est saturé, parce que c'est quoi l'Occident? Hein, est-ce que c'est l'héritage gréco-latin, plus le christianisme, plus désormais le judaïsme? Bon, il y a des problèmes un peu historiques. Si on dit l'Occident, c'est judéo-chrétien, il faut quand même expliquer pourquoi l'Occident des chrétiens a quand même un peu persécuté pendant 1000 ans les juifs, avant de se rendre compte qu'il était juif. Il y a des déterminations plus idéologiques, un concept un peu creux de consolation, n'est-ce pas? Et si on dit, c'est description, c'est la démocratie libérale, la règle de droit, les élections, etc. Enfin, vous ne penserez jamais à mettre l'Argentine dans l'Occident. Non, l'Occident, ça n'a qu'un sens clair. Depuis 1945, c'est l'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire la dépendance de l'Europe à l'égard des États-Unis pour sa défense. Or, les États-Unis, cher Louis, ils ont un peu la même constitution politico-religieuse que les néo-empires dont je parle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la religion civile, c'est elle qui arme la République impériale. Et donc c'est un empire parmi d'autres. C'est l'empire. C'est l'empire qui prétendait à l'exclusivité. Oui, et d'ailleurs qui se déduit beaucoup de l'Empire romain. Vous voyez, si ce n'est qu'aujourd'hui, par exemple, je le décris tout ça, vous avez 800 bases américaines. Une base américaine, c'est pas 3 soldats. Hein. Une base américaine, c'est une ville. Vous avez 800 bases américaines dans le monde, y compris dans des pays hostiles aux États-Unis. Il y a une base à Cuba, c'est Guantanamo. Donc, si vous voulez, il y a un maillage. Plus, si vous voyez le maillage militaire du monde, plus, qui permet d'intervenir partout. Maillage en plus avec le cyberespace, occupation du cyberespace, etc. Donc c'est une espèce d'empire romain plus, XXL, vous voyez, avec des moyens technologiques, évidemment, dont les Césars étaient privés. C'est une domination culturelle totale. Tous les ans, on pourrait publier un très bon pamphlet pleurant l'américanisation de la France, etc. Vous le faites d'ailleurs un peu aux éditions du CERF, un peu. Oui, mais parce que nous préférons être français qu'américains. Disons que, voilà, autant faire, n'est-ce pas? C'est le privilège de la décence. Et puis aussi des valeurs. Donc, voilà, donc on en est là. Cet empire, malgré tout, il va très mal. 2 signes qui va très mal. Le premier, c'est l'occupation par les Trumpistes du Capitole. C'est une profanation. Le Capitole, c'est la Constitution. C'est pas pour jeter l'opprobre sur les Trumpistes, etc. Mais là, il y a eu quelque chose. Là, l'Amérique divisée a dérapé. Il y a eu une profanation du temple. On n'entre pas dans le temple avec des fusils pour casser l'unité. Parce que ça, l'unité, c'est un truc fondamentalement américain. Et le deuxième, c'est le départ, sous forme de débâcle, de M. Biden d'Afghanistan. Enfin, vous vous rendez compte? Alors, l'Afghanistan, les États-Unis sont arrivés après 2001. 20 ans de guerre, 3 500 milliards de dollars, des dizaines de milliers, centaines de milliers de victimes. Tout ça pour partir sans un traité de cessez-le-feu, sans suite, comme ça, après quand même 2 décennies de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? Où en sont les États-Unis? On les voit bien parfaitement divisés aujourd'hui autour de la future élection qui aura lieu en novembre, avec en plus, quand même il faut le dire, 2 revenants. 2 revenants qui ont des âges canoniques et qui ont chacun d'entre eux a empêché dans son camp l'émergence d'un candidat plus jeune. Cette absence de renouvellement, cette crise de l'identité américaine, on la voit très bien aussi. Il suffit que le Congrès bloque le vote sur les armes pour l'Ukraine et nous nous retrouvons, nous, nus. Il nous faut réarmer. Ce qui illustre donc la définition que vous donniez de l'Occident, cette dépendance à l'égard de la protection, de l'armement, du parapluie américain, etc. La Nouvelle-Calédonie n'est pas une région de l'Union européenne. Est-ce que c'est une poussière, un caillou qui est l'héritage de notre empire colonial? Certainement pas. C'est une histoire complexe, c'est une histoire douloureuse, c'est une histoire tragique. Il y a eu des torts commis à l'endroit des Kanaks, comme les exhiber, vous savez, lors de nos expositions universelles au tournant du 19e, 20e siècle, enfin, etc. Donc il y a une page sur laquelle il faut qu'on médite, c'est clair. Mais en dehors de ça, c'est une histoire aussi de la projection d'un certain universalisme, même si ça s'est fait dans la difficulté et dans le sang.
Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle montre que la France reste une grande puissance parce que la France est présente sur toutes les mers et que, en fait, l'histoire du monde est assez simple. Jusqu'aux grandes découvertes, ça se joue autour de la Méditerranée. À partir de Christophe Colomb, l'histoire du monde se joue autour de l'Atlantique. Et demain, elle va se jouer, cette histoire du monde, elle a commencé de se jouer dans le Pacifique. Que nous soyons présents dans le Pacifique est crucial, pas simplement pour des questions de puissance, mais pour des questions aussi de vocation à attester de notre ordre du monde que celui que nous préparent la Chine et les États-Unis par leur confrontation dans le Pacifique. Et par rapport à ça, ben c'est très simple. Si nous sommes présents, l'Europe aussi est présente. Ça montre aussi la force et la place essentielle de la France au sein du concert européen. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? C'est très simple. Si demain, cet affrontement que nous vivons aujourd'hui continue, si tout dérape, si on se retrouve en fait avec le règne de la force et de la violence, demain la Nouvelle-Calédonie sera assujettie à la Chine. Alors voilà, est-ce qu'il vaut mieux quand on est néo-calédonien être dans une relation parfois compliquée, insatisfaisante, tout ce qu'on voudra avec Paris, ou est-ce qu'il vaut mieux être en fait, je dirais, le supplétif de Pékin? Est-ce qu'il y a un danger sur l'ensemble des restes de l'empire colonial français? Justement, parce que ce sont quand même des poussières d'empire, pourrait-on dire, sans aucune espèce de Oui, condescendance mais à leur égard, à l'égard de ces possessions françaises, mine de rien. regardez Mayotte, dont on a beaucoup parlé, n'est-ce pas? En fait, les Comores veulent quoi? Veulent annexer. Et souvent, c'est la Chine qui est derrière, hein. Et c'est la Chine qui est derrière. Et parfois aussi, là, dans le cas de Mayotte, les puissances riveraines africaines émergentes. Non, enfin, arrêtons de nous bercer d'illusions. Vous savez, on a eu après 1945, l'Europe paisible comme ultime utopie. Puis comme si ça ne suffisait pas, après 1989, on a eu la fin de l'histoire ou la mondialisation heureuse. Bon, arrêtons, je veux dire. Tout ça, c'est faux. Le monde, c'est aussi, malheureusement, ça s'appelle l'histoire, des rapports de force. Dans ces rapports de force, si on veut faire entendre sa voix, pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Surtout si on pense qu'on a la vocation, à travers un certain héritage catho-républicain, universaliste. Eh bien, dans ce cas-là, il faut se donner les moyens de peser. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je note que la France est le seul pays de l'Union européenne, depuis le départ des Britanniques, à avoir la force nucléaire. C'est le seul pays de l'Union européenne à avoir une armée complète, terre, air, mer, au sens où il y a d'excellents bataillons, hein, parfois, ou d'excellents régiments ailleurs, de commandos parachutistes, de commandos marins, enfin tout ce qu'on voudra. Mais nous sommes complets, même si notre armée n'est pas assez développée. Et nos soldats ont l'expérience du feu. C'est une dimension cruciale, n'est-ce pas, dans les événements à venir, parce qu'une armée qui a fait la guerre, une armée qui ne l'a pas faite, ce sont deux armées très différentes. Plus cet avantage d'être partout présent sur les mers, plus le fait que nous avons toute une génération de savants qui se sont intéressés aux autres cultures, non pas pour les capter, non pas pour les domestiquer, mais pour elles-mêmes, dans un rapport véritablement concevant en fait le monde comme une symphonie de cultures, dans le respect de la différence et de l'altérité. Nous avons une carte immense à jouer, non pas pour, je dirais, asseoir une puissance à laquelle nous avons pour grande partie renoncé à travers la décolonisation, etc., non pas pour jouer la carte de la puissance ordinaire, mais pour jouer la carte de la médiation et du service dans un monde qui est au bord, en fait, de l'implosion ou de l'explosion, comme vous voudrez. Jean-François Colossimo, le pape François marque-t-il des buts contre l'Occident? Le pape François n'aime pas, certainement, c'est clair, il n'est pas préparé, il est d'Argentine. Traditionnellement, dans sa famille, on était des péronistes de gauche. Il est assez anti-états-unien, évidemment, puisqu'il est sud-américain, latino-américain. Et puis, il n'a pas une passion pour l'Europe, parce qu'il ne voit pas l'Europe comme une terre de mission, à l'instar de l'Asie ou de l'Afrique, puisque le centre du monde catholique est quand même pivoté au sud, n'est-ce pas? De ce point de vue-là, oui, on a eu, mais vous voyez, c'est peut-être le génie de Rome, on a quand même eu juste avant lui le plus grand des papes européens, peut-être le dernier des papes européens, au sens du dernier qui avait toute la culture européenne, Benoît XVI, qui, le grec,
le latin, le français, l'allemand, il avait tout, n'est-ce pas? La théologie, la philosophie, etc. Bon, c'est peut-être le génie de l'Église catholique de savoir, je dirais, jouer de l'alternance. Mais peut-on imaginer un Occident qui soit entièrement déchristianisé? Il est, je dirais pas qu'il est déchristianisé, mais vous voyez bien que c'est... Alors l'Occident déchristianisé, pour l'instant, les États-Unis gardent une espèce de religion dont on peut se demander jusqu'à quel point elle correspond au christianisme européen, n'est-ce pas? Pas simplement les évangéliques, tout cela, mais il y a une religion civile américaine. Ça reste un pays très religieux par rapport, évidemment, à l'Europe. Là, il y a un croisement des courbes. Quant à nous, en fait, la véritable question, c'est que voulons-nous? Est-ce que nous voulons d'un christianisme identitaire pleurant le passé, qui est révolu, ou est-ce que nous voulons d'un christianisme qui, comme après les invasions barbares, a su réinventer un monde? Vous savez, c'était toute la conférence de Benoît XVI au Bernardin. C'est comment, en fait, les monastères ont réinventé une culture après ces terribles invasions barbares qui avaient foutu la culture antérieure par terre. Est-ce que c'est ça, le sursaut? Il est là. Le sursaut, il est spirituel, n'est-ce pas? Et ce sursaut-là, bien sûr qu'il est toujours possible, et certainement, il y aura une attente toujours plus grande, malgré tout, auprès de nos contemporains, d'une verticalité, d'une transcendance en laquelle les vies particulières, mais aussi les vies collectives, n'ont aucun sens. Maintenant, pour pouvoir témoigner de cela, il faut une église, évidemment, c'est très simple, c'est un peu redondant, il faut une église attestataire, il faut une église qui n'ait pas peur de porter le message de la vérité de l'incarnation. Et c'est la leçon, l'une des leçons en tout cas qu'on peut tirer de ces réflexions. Jean-François Colossimo, merci. Occident, ennemi mondial numéro 1 aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes le président des éditions du CERF, historien des religions, philosophe, essayiste et accoutumé, si je puis dire, à notre antenne. Avec toujours un immense bonheur, Louis. Merci Jean-François.